Amis passionnés du roman historique, bonjour. Nous en sommes au troisième épisode des rêves d'Océanie. Et donc on s'était basé sur la lecture d'un livre d'histoire de Dominique Barbe, Histoire du Pacifique. Voilà, je vous l'ai montré déjà. Et puis maintenant on va lire un petit peu de romance. Donc je vous ai sélectionné le voyage de Jabel d'Angèle Jacques. Alors c'est une Bretonne qui a écrit pas mal de livres. Et celui-ci est édité aux éditions du Palémon et Cobb-Braise. Hein, voilà. Donc le voici. Hein. Donc je vais vous lire la page arrière. Donc Angèle Jacques, née à Landudal, c'est un village du Finistère. En 1937, Angèle Jacques a toujours vécu et travaillé en Bretagne. D'abord agricultrice, elle a exercé différents métiers avant de devenir pigiste et écrivain. Ma langue au chat a confirmé qu'Angèle Jacques occupe une place particulière dans l'histoire de la littérature en Bretagne. Voilà. Donc Jabel, c'est le titre du voyage de Jabel. Jabel s'approche, robuste paysanne, franc-parler et truculence. Elle vous regarde droit dans les yeux. Karl Suhr comes in Brezonek. Sans doute parlez-vous breton. Ben non, désolé Jabel, mais c'est pas grave, on s'y fera. Il y a traduction simultanée. Mal marié à Fanche, le poivreau meurt et voilà Jabel, saisi d'une idée folle. Aller voir son fils et son petit-fils, mi-breton, mi-maori. Elle vend ses vaches, son lopin de terre pour payer le billet d'avion. Ce qui adviendra là-bas, en Nouvelle-Zélande, ne se raconte pas. Un voyage cocasse, mais la drôlerie d'Angèle Jacques reste toujours empreinte d'un profond respect pour son personnage. On pense à Clavel, Claude Michel ou Ragon, avec en plus l'accent fort de la terre bretonne. Voilà. Donc, paysanne pauvre, journalière aux mains boursouflées, Jabel n'a jamais été à l'école et elle ne sait ni lire ni écrire et ne parle pas un mot de français. Rejoindre Paris en train, faire escale à Colombo, Singapour et Sydney, découvrir Poloten, Arbed, le ballon du monde, et cette langue bretonne, le bagage de Jabel, façon au fil des pages de nous faire partager l'émotion de cette femme qui apprend le monde et la liberté. Voilà, ça n'existe plus, hein, mais ça existait, les mots de nos langues en breton. Et là, pour le coup, c'est passer sur une autre planète, quoi, en Nouvelle-Zélande. Donc, je vous ai sélectionné des passages. Alors, je vais vous lire un tout petit peu de breton, mais vraiment très peu, parce qu'autrement, ça alourdit la lecture de faire la traduction de l'un à l'autre. Donc, page 9, la Nouvelle-Zélande. Page 9. Page 9. Cassée en deux d'une poignée ferme, elle saisit la betterave près du collet. D'un tour de main, ramasse l'ensemble du feuillage vert mêlé de jaune et d'ocre roux, et arrache la plante. Dans l'eau blanche et embrumée de cette fin octobre, la pluie de la vieille gelée par les premiers frimas y a façonné des glaçons pointus et coupants. Il cisaille les mains de Jabel, aux gerçures boursouflées par le froid, sanguinolentes, crevassées par le gel. Elle se relève et, tenant le tubercule de la main gauche, tranche les feuilles de la betterave de l'autre, en la jetant sur le tas où, méthodiquement, elle les empile. Le patron de la ferme viendra plus tard donner un coup de main à la journalière. Pour l'heure, aidé par sa femme, il s'affaire à la ferme, la traite puis le nettoyage de l'outillage et des crèches, les bêtes à nourrir et à mener au champ, la litière à épandre, accapare le plus clair de sa matinée. Jabel grimace de douleur. L'onglet torture sa main gauche bleuie par la glace, celle qui maintient la racine. Heureusement, en eni deu, à la bourgante, à gontel, ne même domet. Heureusement, la main droite qui manie le couteau
s'est réchauffée, se dit-elle. Un geste mécanique de l'arrachage laisse courir son âme vagabonde. Son esprit vogue toujours vers le fils unique, un jour parti pour ce lointain pays qu'on appelle la Nouvelle-Zélande. Alors je vous fais grâce du breton, je passe tout de suite à la traduction. N'était-il pas bien ici, chaque jour qui passe annonce un lendemain, et il aurait vécu sa vie au pays comme les autres. Le soleil brille pour tous, de même façon certes, mais c'est ainsi. Comme Jabel aurait voulu faire connaissance avec ce petit-fils qui va naître bientôt. Car bien sûr, ce sera un garçon. Elle a reçu une lettre il y a 2 jours et s'était précipitée chez la voisine pour se la faire lire. Voilà. Ensuite, page 18, enterrement de Fanche. Le mari de Jabel. Page 18. 18. Donc, Ifig, en effet, ne fit pas le voyage et donc n'assista pas à l'enterrement de son père. Un enterrement bin, vis bet matri. Un petit enterrement aurait fait l'affaire, me gréa Jabel, après l'enterrement uniformisé qui remplaçait aujourd'hui les 2 offices auparavant très distincts. Car elle se rappelait les temps pas si lointains où la paroisse proposait les services funèbres de première et de deuxième classe. Celui de première classe, le plus riche, se chantait, l'autre, fait de répond à voix basse, se chuchotait aussi rapidement que possible et l'affaire était classée. La première catégorie s'adressait à ceux qui tenaient le haut du pavé ou qui vendaient et qui voulaient étaler une richesse qu'ils ne possédaient pas, ou encore qui se seraient écorchés plutôt que d'être religieusement classés parmi les démunis. Mais Jabel ne prétendait à rien et surtout n'aimait pas étaler ses pieds plus longs que la couverture. Elle exécrait ces attitudes qui lui faisaient dire crûment « Hareze fel deo, stanton eweler vite, rien ». Ceux-là qui veulent toujours pisser plus haut que leur cul. Enfin, puisqu'il n'y avait plus qu'une seule catégorie d'enterrement, après cette cérémonie à laquelle assistèrent les nombreux paysans chez qui elle travaillait habituellement, Jabel se retrouva enfin seule avec une richesse qu'elle avait convoitée toute son existence, sa liberté. Celle d'aller et venir selon son bon vouloir, de travailler pour elle-même, de dépenser ses sous comme elle en avait envie, ou plutôt selon les possibilités de son porte-monnaie. Elle aurait été tranquille et apaisée s'il n'y avait eu cette petite voix qui lui soufflait toujours les mêmes mots et l'enlaçait au plus profond de son âme. Son fils unique, si seulement elle avait pu le revoir, ne serait-ce qu'une seule fois. Alors, page 71, Jabel veut aller en Nouvelle-Zélande, du coup. Page 71. Aussi, sa petite idée avait continué son bonhomme de chemin, mais pour la réalité, elle avait dû mettre Marie-Louise dans la confidence et lui faire promettre de n'en parler à quiconque. Alors, cela c'est dit en breton, mais je vais aller directement en français. Voilà, lui avait-elle expliqué, maintenant qu'enfin Fanche est mort, j'ai l'intention d'aller voir mon fils en Nouvelle-Zélande. L'accent tonique de son parler breton posé sur la première syllabe escamotait les voyelles de la chute et donnait à ce pays un raccourci qui semblait le rapprocher de Jabel. Nouvelle-Zélande, ça fait un truc comme ça. Si bien que le voisinage, à force de l'entendre, s'en était familiarisé et l'avait adopté. Familiarisé avec ce nom peut-être, mais de là à l'entendre annoncer une décision pareille, il y avait de la marge. Marie-Louise leva les bras au ciel, les jambes coupées. Elle se laissa choir sur une chaise, heureusement rapprochée. Elle connaissait l'entêtement de Jabel. Il fallait s'attendre à ce qu'elle mette son idée en œuvre. En effet, avant qu'elle ne soit revenue de sa surprise et n'ait pu formuler une objection, celle-ci lui asséna « Si je t'en parle, c'est pour que tu m'écrives sur un bout de papier le nom de la maison où acheter mon billet et son adresse à Quimper. » Apparemment, sa décision semblait arrêtée.
Elle passait à l'application pratique. Est-ce dans ses possibilités pécuniaires? Combien cela allait-il lui coûter? Elle verrait bien. Fataliste, Marie-Louise poussa jusqu'à la poste du bourg, consulter l'annuaire. Après, oui, on verrait bien. Alors, page 96, Jabel. Elle vend ses terres pour aller pour payer le billet d'avion, quoi. Alors, page 96. 96. Elle sursauta lorsque le notaire poussa sa double porte capitonnée. Elle se retrouvait en pays connu. Point de terme emberlificoté pour envelopper sa démarche. Elle raconta sans détour. Le prix de l'hectare, ça oui, c'était une chose qu'elle connaissait d'autant mieux que la demande faisait pression. Le sujet revenait très souvent dans les conversations. La courbe lui semblait favorable. Doué Williams, dam Daou Zevezarat, dam Loden, régent. 2 millions les 2 journaux de terre, suggéra le notaire, connaissant la pérennité de tenace des anciens francs, car il y avait une part de prairie. Un drasure, d'Auvillion à Pemp, d'un Nebetin. Sûrement pas moins de 2,5 millions, martela Jabel. Affaire de client, insista le notaire, en breton, hein, parce qu'il ne sait pas parler français. Vous n'avez pas essayé de voir avec vos voisins. À l'époque, dans les années 50, hein, les notaires parlaient breton. Hein. Marthésé, peut-être, répliqua Jabel, peu prolixe en affaires. Elle quitta l'étude, un petit vent aigrelet lutinait une brume glaciale. Le ciel drapait le paysage d'une couverture moutonneuse et froissée d'un bout à l'autre de l'horizon bouché. La nuit, trotte menue en police grise courait vers l'obscur, à petits pas comptés. Elle happait bientôt dans sa noirceur insaisissable. Jabel alluma sa lampe de poche. Le pinceau lumineux auréola sa longue marche solitaire vers sa maison. Alors, page 114, départ, 114. Le cœur s'ébranla et, tandis que les paysages familiers de la route de Quimper défilaient devant ses yeux, défilaient dans sa tête, et la queue à la queue leu, les sempiternels cantilumat, les bons conseils de tous ceux qui n'avaient jamais trouet kin per vit, tour clour, un baris, tourner le dos au-delà du clocher de leur paroisse. Hein. Eux, sous prétexte qu'ils savaient lire et écrire, se prenaient pour d'intrépides voyageurs en puissance. Pire, ils n'hésitaient pas à s'attribuer des capacités à courir le monde dont ils repoussaient toujours la mise en œuvre à plus tard. Évidemment, ces gens-là, à les entendre, feraient le tour du monde avec leur langue, se confortait-elle. Et voilà, elle allait s'envoler. Elle déroula une fois de plus la longue liste qu'elle s'était gravée dans la mémoire. N'avait-elle rien oublié d'essentiel? Tout était rangé, gâteaux et crêpes dans le grand carton, les papiers dans le bagage à main, et le reste dans la valise. Tout pour se forger une contenance froide, sans un regard derrière elle. Jabel extirpa pour la énième fois du fond de sa poche des billets de différentes couleurs. Elle devait les utiliser comme autant de petits cailloux à la manière de Meudic, le petit pousset breton. Il jalonnerait sa route et la guiderait. La couleur du billet de train tirait sur un bistre rébarbatif et peu engageant. Il y avait celui de l'aller dans une enveloppe et celui du retour dans une autre, que Marie-Louise avait barré d'un trait rouge. Elle avait aussi puisé dans son papier à lettres bleues pour préparer le mot de billet que Jabel à Paris remettrait au chauffeur de taxi qui la conduirait à l'aéroport. Les billets de l'envol portaient des ailes d'avion. Jabel y avait fait ses marques personnelles afin de reconnaître ceux de l'aller et ceux du retour.
Elle ouvrit son passeport, elle n'aimait pas sa photo d'identité, et elle s'y trouvait vieille et renfrognée. C'est peut-être vrai, et puis non. Je ne suis pas vieille comme Noé, même si je n'ai plus la fraîcheur du gardon. Voilà, donc page 131, l'avion. Page 131. 131, l'avion. D'accord. À bord, perdu dans ce vase clos où se pressait la foule des habitués, Jabel jeta son dévolu sur la première place qui s'offrit à elle. Hélas, à peine avait-elle effleuré d'un bout de fesse le velours accueillant du fauteuil que l'hôtesse l'interpella. Le numéro 137, madame, c'est plus loin. Jabal, décontenancé, revint dans le couloir, créant un embouteillage. L'hôtesse vint à son secours. Ouf! Quelques travées plus loin, elle lui désigna sa place. D'office, un steward saisit sa valise et la déposa dans le rangement. Puis, saisissant le précieux carton, il s'apprêtait à en faire autant. Jabel réagit en quart d'heure. Madoué, plormach, ouda vuntona, gustatig m'applige. Mon Dieu, où allez-vous le caser? Doucement, s'il vous plaît. Le paquet restait en suspens, pardon. Dit Wallet, faites attention, ça veut dire. Alors, l'hôtesse intervint. Attention, ça semble fragile. Quelle langue parle-t-elle? Je ne sais pas. Jamais entendu ça. Avec précaution, le colis fut encastré entre la valise et le plafond. Le steward fit jouer la glissière de fermeture en lui coulant un regard de côté. Jabel respira. Trugaré, ce qui veut dire merci. Il la salua d'un hochement de tête et disparut derrière un rideau. Installé dans un fauteuil près d'un hublot derrière l'aile, Jabel avait maintenant tout loisir de contempler le champ. Son regard fut attiré par de minuscules boules grises courant dans l'herbe. Oh, mais ce sont des lapins! Les pauvres bêtes, l'animal de fer va les écraser. Elle chercha l'hôtesse des yeux, mais les moteurs se mirent à rugir. Son cœur battit la chamade. L'avion vibra de tous ses membres et il lui communiqua son tremblement. Le monstre tourna gauchement sur sa droite et se dirigea vers une longue ligne droite et grise. Les moteurs montèrent en puissance. Leur sifflement lui perçait les tympans. Elle jeta un œil inquiet au dehors. Les lapins sur l'herbe rase, nullement impressionnés, batifolaient dans le vacarme. Ah, les braves bêtes, se dit Jabel, rassuré. Elles ont bien plus l'habitude que moi du monstre de cet oiseau d'acier. L'hôtesse passa, elle s'assit sur le rebord du siège, vide près de Jabel, et en riant se mit en devoir de l'attacher. Cette nécessité ne l'avait pas effleuré. L'hôtesse lui offrit quelques bonbons en l'invitant à les mâcher et poursuivit son contrôle. Voilà, voilà. Alors, page 179, chez Hifik, son fils. D'accord, 179. Tac. Hifik, à l'écart, regardait la scène. Bienvenue, mère. Ici, selon la coutume des Maoris, le voyageur est accueilli avec un collier de fleurs. Hélène lui passa le collier autour du cou et l'embrassa. Jabel, une fois de plus, demeura sans voix. Prise de cours complètement perdue, gauchement, elle balbutia quelques mots incompréhensibles. Elle n'en pouvait plus. Ifik vint à son secours et lui proposa de déjeuner. Elle préféra aller se reposer. Il la précéda dans l'escalier. Elle le suivit d'un pas de somnambule, engourdi de fatigue. La chambre, aux murs blancs et en partie lambrissés, lui rappela des images vues à la télé. Elle eut l'impression, en y pénétrant, d'entrer dans une autre vie, entre rêve et réalité. Par quel subterfuge elle n'aurait pu le dire, tant la magie du moment la précipitait dans un autre monde, dont elle était à la fois bizarrement actrice et spectatrice. Elle tomba sur le lit, douillet, et s'endormit aussitôt, bercée par un sentiment léger, comme elle n'en avait encore jamais connu. Elle n'en avait jamais encore jamais connu. Un sentiment aussi duveteux que la brise, aussi caressant
qu'un rayon de soleil levant, aussi impalpable que la musique cristalline d'une goutte de pluie sur l'eau de la fontaine. Elle dormait sous le toit d'Ifik, son fils unique, tant aimé. Lorsqu'elle se réveilla, Jabel se dit que c'était sans doute cela que l'on appelle le bonheur. La vie de la maison s'organisa autour de son arrivée et de la rencontre de la grand-mère avec son petit-fils, né quelques jours plus tôt. Il savait se faire entendre. Dès l'aube, ses vagissements réveillaient la maisonnée. Il avait le regard et la peau ocrée dorée de sa maman, mais la forme du visage rappelait un peu son front carré des origines têtues. Madoui. Et, mon Dieu, il avait de qui tenir. Il s'appelait Ronan, en français dans le texte, en souvenir d'une belle amitié. Jabel ne se souvenait pas avoir admiré de plus beaux nouveau-nés. Très vite, elle aimait retrouver des gestes oubliés, des gestes pour lesquels autrefois elle eut tant désiré disposer de tout son temps, afin de rire et de bercer, de chanter et de conter comme elle savait si bien le faire. Elle regarda Hélène materner son petit. Elle contempla avec bonheur chaque geste de la toilette du petit, avide d'apprendre à suppléer la jeune maman en cas d'absence. Et l'atavisme revint. Elle changea le bébé sur ses genoux, comme elle l'avait toujours fait pour le sien, et du fond des âges monta la mélodie d'une berceuse enfouie dans son cœur en lambeaux. Elle chanta d'une douceur oubliée. Voilà, je ne veux pas vous chanter la petite ritournelle, mais c'est une ritournelle bretonne. Voilà. Donc, page 183, description du pays. Oui, c'est la Nouvelle-Zélande en description. Page 183. Ifik arrêta la voiture le long de la sombre plage frangée de blanc. Jabel descendit vers ce sable peu ordinaire. Le remoi du bout des doigts en prit une poignée et l'égrana entre ses doigts, sans qu'il laissât de traces. Ma face, un marmot lakbendi, un ziliat, clan. Ma foi, si donc la mère chaque jour s'habille de deuil, fit-elle remarquer avec humour. Cette remarque pertinente fit sourire Ifik. Il traduit à Hélène la réflexion de sa mère et le pourquoi de son étonnement. Ce n'est pas la plage en sable blanc de Bretagne. La conversation tourna ainsi en triangle et Ifik passait d'une langue à l'autre avec l'aisance qui avait étonné Jabel dès l'aéroport. Il passe de l'anglais au breton, au français. Ils remontèrent en voiture. De l'autre côté, quelques pas à l'est, dans l'escarpement secret et tourmenté des paysages volcaniques, se nichait le village maori où Hélène était née. Ils pénétrèrent dans une vallée boisée au fond de laquelle coulait une rivière. Au sud, protégées des vents dominants, les prairies s'étalaient jusqu'aux cours d'eau bordées d'arbustes et d'une profusion de plantes aquatiques en fleurs. D'un côté, la générosité des verts pâturages avec leurs troupeaux de moutons éparpillés, et de l'autre, le versant nord du volcan noir de cendres et de scories, rejet ténébreux des entrailles terrestres, persillés çà et là de mousse et de lichen, camailleux de vert tendre, d'ocre et de rose, de gris et de bleu sertis, dans le basalte noir. Un autre monde, quoi. Hein. Voilà, c'est un rêve d'Océanie, là précisément en Nouvelle-Zélande. Alors, page 241. Alors, Loïs, l'amoureux de Jabel, ne veut pas qu'elle rentre en Bretagne. Page 241. 241. Alors, Loïs plaidait le cœur en bandoulière et la voix émue, et puis curieux du moindre détail et de la plus petite anecdote. Comment se passe maintenant la vie en Bretagne? Qui, après toi,
pourra me la raconter. Piu va au Lechgantodin Andraze. Qui, après toi, pourra me la raconter? Ah, la bonne question. Celle qui divertit et permet d'égarer l'auteur. Alors Jabel, silencieuse, depuis de longues heures, ne sachant plus quoi inventer pour changer le cours des propos de Loïs, se lançait éperdument dans ces longues périodes. Le pays, il n'était plus celui qu'il avait quitté. D'un côté, cela valait mieux, de l'autre, misère de misère. Mais le monde de Jabel s'arrêtait à la barrière des champs, ou tout au plus à l'ombre du clocher de son village. Au-delà, elle ne s'aventurait guère, ou si peu souvent. Aussi la société citadine des années 20 que Loïs évoquait lui était étrangère. Son terroir lui-même et ses confins relevaient déjà des frontières inconnues. Les différences s'affichaient autrefois de guise identifiable, mais aujourd'hui le rouleau compresseur de la mode nivelait les personnalités. Les jeunes, en franglais, ne parlaient plus que de jeans, de rock, que sais-je encore. Et de poursuivre, maintenant tout le monde se passe un vêtement ordinaire sur le dos. On ne s'habille plus comme autrefois, expliquait-elle, ne sachant pas très bien si cela était une bonne ou une mauvaise chose. Et par-dessus tout, parler breton, c'est méprisé aujourd'hui, assurait-elle encore. Du coup, elle était lancée. Seul le français régnait en maître. Et celui qui n'en connaissait pas les subtilités ou seulement le parlait avec l'accent breton passait pour un demeuré, l'allié d'une époque révolue. Elle en était. Elle en connaissait donc le prix, mais bien plantée dans ses sabots, elle, Jabel, s'en moquait éperdument. Loïse sauta sur l'occasion. Bazenvro et mort. Casque mondendro. Et c'est dans ce pays que tu veux retourner. Patatras. Alors qu'elle croyait avoir repoussé les projets en calandre, détourné Loïs de son idée fixe, voilà qu'elle prêtait le flanc à l'invite. Pire, à son corps défendant, elle venait d'apporter de l'eau à son moulin. Voilà, donc c'est une bretonne monolingue au pays des Maoris. C'est sympa, j'ai bien aimé lire ça. Donc ça se trouve sur... c'est plus édité, hein, je pense, hein, mais ça se trouve facilement sur Internet. Donc à la FNAC ou au Rakuten. Donc je vous engage à le lire. La semaine prochaine, on lira des passages de la Maison Maléfique. Alors ça, c'est en Australie. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine. À très bientôt.